Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo qui va être la première d'une série de vidéos sur l'histoire des partis politiques de la fin de la Troisième République. J'avais fait une vidéo pour présenter les courants politiques au début de la Troisième, donc là nous arrivons à la fin et nous voyons quelle est la situation politique. Néanmoins, trois partis politiques ne seront pas abordés ici. Soit ils le sont déjà, ils l'ont déjà été pour le cas du Parti communiste français, soit ils le seront dans une série de vidéos dédiées pour la SFIO, puis le Parti socialiste et le Parti radical. Donc là on va parler des autres partis politiques, ceux qui ont globalement cessé d'exister en fait après cette période-là. Et on va commencer par un parti politique qui n'a pas eu une grande importance numérique ni électorale, mais qui va avoir quand même une influence non négligeable sur le plan politique. C'est le Parti républicain socialiste. Ça va être un partenaire de coalition régulier du Parti radical. Fondé en 1911, il réunissait des socialistes indépendants, c'est-à-dire des socialistes qui n'avaient pas souhaité intégrer la SFIO. C'était des socialistes plus modérés, plus réformistes. C'est les premiers socialistes réformistes et qui étaient favorables en fait à des participations à des gouvernements. Et c'est ainsi qu'ils vont être plus facilement alliés aux radicaux que ne le sera la SFIO. Il va disparaître un temps en 1914, même si son groupe parlementaire va subsister. Il y aura une tentative de refondation en 1919 qui va échouer, et en 1923 il est refondé, mais en 1934 il va disparaître pour de bon, et la plupart de ses membres vont intégrer l'Union socialiste républicaine, qui va soutenir le Front populaire. Il ne comptait que quelques milliers d'adhérents, il va monter à 9000 en 1926 après avoir intégré le Parti socialiste français, qui est une scission de l'aile droite de la SFIO, qui avait du coup quitté la SFIO en 1919 face au tournant plus révolutionnaire que prenait la SFIO alors, parce qu'en 1919, c'est un an avant le congrès de Tours, où la majorité de la SFIO souhaitera devenir le Parti communiste français, enfin la section française de l'Internationale communiste, futur Parti communiste français. Alors qu'en 1919, la SFIO avait un tournant à gauche qui a déplu une partie de l'aile droite. D'ailleurs, une tentative de réunification avec la SFIO va avoir lieu après le congrès de Tours, puisqu'après tout, cette aile gauche qu'ils avaient fait fuir n'y était plus, mais elle va échouer. Donc, ils vont se rapprocher d'un autre parti politique qui, au final, n'était pas si loin de leur position, le Parti républicain socialiste. Le PSF, enfin le Parti socialiste français, donc pas le Parti social français dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, comptait alors 4000 adhérents, mais seulement 4 députés. Alors qu'à côté, le Parti républicain socialiste comptait à peine plus d'adhérents, 5000, mais quand même 30 députés, ce qui donnait quand même une influence bien plus grande. D'un côté, on a un parti de cadres et peu de militants, et d'un autre, un parti avec quand même un peu de militants, mais peu de cadres, et ensemble, ils vont créer un parti avec des effectifs un peu plus corrects, et quand même des cadres. Et ainsi, dans ce parti, ils vont pas forcément y rester tout le temps, mais il y a des figures importantes de la vie politique de la Troisième République qui vont y passer. Aristide Briand, Alexandre Millerand, par exemple, qui sera président de la République, lui qui va s'en écarter par la suite en se droitisant et rejoignant les listes du Bloc national, coalition de droite, où on va retrouver également d'anciens radicaux comme par exemple Clémenceau. Au niveau de la base, sa base militante était composée d'employés et d'ouvriers, mais avec un taux d'employés plus élevé qu'au sein de la SFIO, qui avait un taux d'ouvriers plus élevé. Donc là aussi, on voit un côté plus classe moyenne que classe ouvrière. Les ouvriers, de leur côté, venaient plutôt de petites entreprises, là où à la SFIO et puis plus tard au PCF, c'était plutôt des ouvriers qui travaillaient dans de grandes structures, ce qui peut s'expliquer par le fait que dans les petites entreprises, il y a une relation plus proche en fait entre le patron et l'employé, une relation plus personnelle, et pas une relation juste de classe qu'on peut retrouver dans les plus grandes entreprises. Ce qui peut donner à ces employés-là, à ces ouvriers de petites entreprises, peut-être une plus grande tendance à aller vers un réformisme que vers une lutte plus révolutionnaire. Son apogée sera en fait pendant la période 1924-1926. Déjà en 1926, il y a la fusion dont je vous ai parlé, mais c'est aussi une période où ils ont une influence politique importante, parce qu'ils sont un parti pivot dans la coalition du cartel des gauches qui réunit la SFIO, les radicaux et les républicains socialistes. Car certes, les républicains socialistes ont peu de parlementaires, mais ils sont indispensables à la majorité. Et en plus, ils sont à l'intermédiaire, à l'intersection entre la SFIO et les radicaux. Ça leur donne une position de compromis. Et ils vont même diriger le gouvernement entre 1925 et 1926, malgré le fait qu'ils soient un parti très minoritaire au sein de la coalition. Cependant, l'échec de ce cartel des gauches va leur coûter, et ils vont connaître une nouvelle scission en 1928, autour de personnalités qui veulent soutenir le gouvernement d'union nationale de Poincaré, et donc l'aile droite va rallier ce gouvernement et quitter le Parti républicain socialiste. Et ces départs vont concerner surtout les cadres que les militants, les cadres cherchant des postes là où les militants étant plus fidèles aux valeurs de base. Au niveau du programme, ils vont défendre par exemple le droit de grève des fonctionnaires, qui à la base ne l'avaient pas à l'époque, demander des baisses du temps de travail, la gratuité de l'enseignement secondaire, et au final, lorsqu'on regarde leur programme immédiat, il n'y a pas vraiment de rupture avec celui qu'on peut retrouver au sein des radicaux les plus à gauche, les radicaux socialistes. Mais ils se revendiquent quand même de la famille socialiste, c'est-à-dire défendre à terme la disparition du capitalisme. Ce qui là est une rupture quand même importante avec ce que disent même les plus à gauche des partis radicaux, qui de son côté, à aucun moment ne remet en cause le capitalisme.
Les radicaux étaient plutôt à défendre l'idée d'une société de petits propriétaires, mais dans un système capitaliste, là où les républicains socialistes, malgré leur réformisme et leur position à court terme identique à l'aile gauche des radicaux, continuaient d'affirmer qu'au long terme, il fallait la disparition du capitalisme. Donc la différence avec les radicaux se faisait là-dessus. Néanmoins, par la suite, la SFIO, se modérant de plus en plus, devenant à son tour un parti réformiste, va atténuer la différence entre la SFIO et les républicains socialistes. Les différences se faisant surtout sur le rythme des réformes souhaitées, la SFIO voulant aller un peu plus vite, mais au final, c'était surtout dans le discours que les républicains socialistes vont être plus modérés. La SFIO continuant dans les années 30 à se redire révolutionnaire, malgré un réformisme dans les faits. Donc le PRS va se retrouver coincé entre deux formations politiques qui se rapprochent, qui devaient conduire soit à sa marginalisation, soit à sa satellisation, comme plus tard avec les radicaux qui vont se retrouver coincés entre les socialistes et les démocrates chrétiens, l'aile gauche des radicaux devenant un satellite du PS avec le parti radical de gauche, et l'aile droite des radicaux intégrant l'UDF avec les démocrates chrétiens. Affaibli, le coup de grâce viendra lorsqu'il y aura une nouvelle scission de l'aile droite de la CFIO, qui cette fois était plus puissante que le PRS. Puisque cette scission comptait 28 députés et plusieurs milliers d'adhérents, là où le PRS ne comptait plus que 27 députés et plus qu'une poignée de militants. Le PRS se fera absorber par l'USR, et du coup, les cadres du PRS vont ainsi pouvoir sauver leur poste en intégrant une nouvelle structure un peu plus importante. L'USR va remplir au final une fonction dans le paysage politique de l'époque proche de celle du PRS, parti entre les socialistes et les radicaux, partenaire du Front Populaire, mais également des gouvernements d'Aladi après le départ des radicaux du Front Populaire, donc un gouvernement de coalition des radicaux et de la droite. Mais on y trouve également les néo-socialistes. Alors eux, c'est des gens issus de la SFIO, favorables à l'étatisme, à la planification, mais très anticommunistes, très anti-bolcheviques, qui veulent élaborer en fait un nouveau modèle du socialisme. Et plusieurs de ces néo-socialistes vont rallier la collaboration par la suite. Ce fut par exemple le cas de Marcel Déat. Bon, même si certains néo-socialistes ne vont pas suivre cette ligne-là. Quand je dis que beaucoup, ce n'est qu'une partie. De toute façon, dans cette période-là, aucun parti politique n'a eu une réaction homogène face à la situation à Vichy. À la Libération, le parti ne fut pas reconstitué, et ses membres vont soit retourner à la SFIO, les radicaux étant de toute façon alors en plein effondrement, et la SFIO par contre faisant encore des gros scores. Donc oui, la plupart vont rejoindre le parti le plus dynamique de ce moment-là, la SFIO. Donc c'est terminé pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.